Coucou, c'est Ibélion. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ose écrire. Et aujourd'hui, on parle d'écriture, très surprenant, mais au travers de sujets qui le sont tout autant. Des boutons de manchette, un toutou coupable et des livres que je pioche un peu aléatoirement dans mon décor. Je vous laisse avec ce mystère, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Moi c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach ICF et j'ai créé Ose écrire, un accompagnement pour celles et ceux qui veulent enfin accomplir leur rêve d'écrire un livre. Ce podcast a la même intention. C'est ton rendez-vous inspiration, discipline et passage à l'action. Et si ça te parle, abonne-toi, mets 5 étoiles et partage autour de toi. Parce que plus il y a de gens qui osent, plus d'autres oseront à leur tour. Allez, c'est parti et bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue, amigos, amiguettes. Je me mets à conjuguer les mots d'espagnol alors que je ne parle pas un mot d'espagnol. Mais j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 116 du podcast, qui se trouve en fait être le 118, puisque il y a 2 épisodes hors série, un sur Zootopie et un deuxième qui est sorti sauvagement mardi, qui m'a pris vraiment comme... j'ai été comme frappé par la foudre samedi en rentrant de la récréation des toutous de Voltaire et je me suis dit je dois absolument enregistrer un micro-épisode sur ce côté les livres changent le monde et c'est un premier domino d'un truc qu'on peut pas mesurer. Pourquoi ça m'a pris comme ça? Parce que j'aurais pu attendre et le faire pour cet épisode-là. Mais en fait, j'étais tellement omnubilé par cette idée dans la voiture samedi que je ne pouvais pas faire autre chose que d'enregistrer ce micro-épisode très, très brut et très spontané à ce moment-là. Et ça m'est revenu très fort parce que d'ailleurs, c'est l'élément déclencheur a été une coachée qui me partage ce questionnement sur l'utilité d'un livre, et ça m'a fait écho après à une discussion que j'ai eue quelques jours après, où on parlait justement des effets papillons, des micro-actions et de toutes les magnifiques choses que ça peut faire, à quel point on avait ce pouvoir de changer le monde. Et ça a tourné en boucle dans ma tête. Et puis à un moment, je me suis dit, non mais en vrai, Sam, c'est un truc dont tu parlais tellement avant. Et là, bizarrement, récemment, j'en ai beaucoup moins parlé de l'utilité et du fait que les auteurs avaient un pouvoir démiurgique. Et donc voilà, c'était hyper important pour moi de le réancrer. Et je pense que c'est possible que vous me réentendiez le dire assez souvent dans les prochains épisodes. Et parce que c'est tellement magnifique, quoi. Et pour ça, je vais vous partager un commentaire que Manon a laissé sous la vidéo, justement. Vous verrez, c'est l'illustration parfaite de ce que j'essayais de véhiculer comme message dans cette vidéo. Parce que, évidemment, moi, je vous le dis avec mon prisme à moi, avec mon expérience à moi, mais je suis trop content de voir que d'autres peuvent avoir des exemples comme ça, de moments tout bêtes, de micro-actions tout bêtes, qui sont des véritables points d'inflexion dans leur vie ou dans la vie de gens qu'ils ont croisés, et de voir qu'en fait, on peut rêver et on peut changer le monde à notre échelle avec nos petites actions individuelles, quoi. Manon a donc écrit: un jour où j'étais désespéré et triste, je travaillais à la gare de Montparnasse et j'ai aidé une vieille dame rayonnante à trouver son chemin. Elle m'a dit, ouvrez les guillemets, « Merci, vous êtes adorable et je me permets, mais j'ai le sentiment que vous êtes une personne exceptionnelle. Surtout, ne laissez jamais les autres en douter. Bonne journée, mademoiselle, pardon. » Fermez les guillemets. Elle aurait pu ne rien dire, mais je m'en souviendrai toute ma vie, à tel point que ce jour-là, j'ai pris des décisions, enfin, pour changer de vie. Parfois, un simple « j'adore ce que tu viens de dire » peut donner un morceau de confiance à quelqu'un, alors un livre entier. Et ouais, alors un livre entier. T'imagines juste un petit domino que peut être un mot ou une phrase. Alors t'imagines un domino avec de multiples phrases et de multiples mots comme un livre. Bah ouais, ça tape très fort et ça peut vraiment changer la trajectoire de vie de certains. Et suffit de parfois se poser la question, quand je réfléchis à tous les livres que j'ai lus dans ma vie, est-ce qu'il y en a qui ont véritablement marqué des points? T'as des trucs vraiment où tu t'en rappelleras toute ta vie et tu sais qu'ils t'ont marqué et qu'ils ont changé quelque chose. Bah moi, je peux vous garantir que toute la bibliothèque derrière, elle en est remplie de livres comme ça.
Et tiens, d'ailleurs, on pourrait faire l'exercice après d'en prendre quelques-uns. Je vais peut-être faire ça après. Voilà le principal retour que je voulais vous faire sur ce petit partage. Et d'ailleurs, alors je vais sauter du coq à l'âne, hein, je vous préviens, parce que je suis trop content de vous retrouver et que j'ai envie de vous parler de plein de trucs. Mais je vous partage un parallèle que j'adore. C'est la récréation des toutous qui m'a fait penser à ça. Ouais, je fais des liens. Attention, vous n'êtes pas prêts, hein. Voltaire est fasciné par l'eau. Fasciné par l'eau. Depuis ce week-end, on a réouvert la piscine parce que l'univers a décidé de nous cramer la gueule, en gros. Il fait méga chaud. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai sorti la chemise en lin et la casquette Summertime directly from Miami. Voilà, avec ce super accent anglais. Et du coup, on a rouvert la piscine et depuis ce jour-là, Voltaire campe à côté de la piscine. C'est-à-dire que normalement, il est hyper collant, il est toujours quelque part à côté de moi. Et là, il y a des moments où il se met à côté de l'eau et il regarde l'eau. Et il a qu'une envie, c'est de sauter dedans, ça se voit. Alors, évidemment, et là, le parallèle avec l'écriture est très beau, c'est comme quelqu'un qui est fasciné par l'écriture, qui a des milliards d'idées et qui n'ose pas se jeter dans la piscine de l'écriture. Et hop, j'ai enfilé ma casquette de coach et je suis allé coacher Voltaire. Voilà, vous voyez le parallèle. Mais en gros, je lui ai autorisé, en allant avec lui, à commencer à comprendre comment sauter dans la piscine, à lui faire comprendre comment sortir, etc., etc. Et donc, depuis, il est absolument fanatique de la piscine. Il suffit que je pose un pied dans l'eau, il saute dedans direct. Alors, c'est très marrant et c'est très cool, mais la règle est qu'il n'a pas le droit de se baigner comme si c'était un être humain qui bronzait sur le côté. Il n'a pas le droit d'aller dans la piscine sans moi. Et vous savez pas ce qu'il a fait tout à l'heure, ce petit toutou coupable. Je le dis, coupable. Très mignon, en train de dormir, mais coupable. Je lui ouvre la porte, il part vivoter. Moi, je me prépare mon petit café qui est là, d'ailleurs, petite gorgée. Voilà, je fais ma vie, je remonte, machin, et puis je le vois pas revenir. Quand même étrange, parce que disons que c'est un pot de colle qu'on voit, voilà. Et donc je le vois pas revenir. Je vais voir, je sors dehors, et là il me regarde l'air de rien, en mode « moi ai rien fait !» Sauf que l'eau, ça mouille, Voltaire. Ça se voit que tu t'es jeté dans la piscine sans autorisation. Et donc ce petit coquin a sauté dans la piscine, et puis il est sorti, et il a laissé des traces partout, évidemment. Et donc je sors, et alors ça me fait rire parce que je suis là en mode, mais il se fout de ma gueule, lui, c'est pas possible, vraiment, aucune notion des règles, rien du tout. Il y a une partie de moi que ça fait un peu moins rire parce que, en vrai, on sait jamais si à un moment, même si je lui ai expliqué comment sortir, et preuve en est qu'il a réussi à sortir tout seul, mais si à un moment il panique et qu'il sait plus sortir, et si je suis pas là, c'est chiant, quoi. Donc voilà, il s'est fait un petit peu gronder quand même. C'est pour ça que là, il est bien sage derrière. Mais voilà, si je devais retenir un partage qui fait un peu lien avec l'écriture, parce que là, grosso modo, je suis en train de vous raconter ma vie. Alors, effectivement, elle est absolument... Non, je vais pas finir cette phrase. L'ego du type. Le parallèle avec l'écriture. En gros, soyez comme Voltaire. Osez vous jeter dans l'eau. Et si vous avez peur de ce que vous y voyez et vous demandez si vous allez avoir pied, n'hésitez pas à venir me voir. C'est exactement ce que je fais avec les gens que j'accompagne. Je leur permets de se jeter dans la piscine. Parfois, on met les brassards, parfois non. Parfois, on apprend à nager, parfois non, parce qu'on sait déjà nager, mais on a juste peur de se jeter. Bref, on apprend, mais l'objectif final, c'est de développer l'autonomie, le fait d'être capable de nager tout seul, le fait d'être capable d'incarner sa posture d'auteur tout seul, et le fait de venir chercher aussi la rassurance, le fait qu'on puisse le faire, toutes les autorisations dont on a besoin pour réellement ancrer l'écriture dans notre vie et dans notre identité. C'est la seule différence avec Voltaire, parce que lui n'a pas le droit à cette autonomie. Si papa n'est pas là,
Alors, non, tu n'as pas le droit d'aller dans la piscine. Bref, ça m'a fait rire, c'est arrivé tout à l'heure, donc j'avais envie de vous raconter cette anecdote qui, en fait, est très parlante aussi sur l'écriture, hein. Voltaire se jette dans l'eau maintenant comme en fait, c'est marrant parce que le parallèle est dingue parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec moi quand j'ai commencé à écrire sur les thèmes aléatoires. Euh, les premières fois, tu sais, t'as un peu peur, t'y vas à reculons, et puis tu fais ah ouais, mais au pire, je le ferai demain. Bon, ok, voilà, on connaît. Et puis à un moment, t'es piqué par le bordel et t'y retournes tout le temps. Et t'attends le matin en te disant ok, ça va être quoi le thème aléatoire du jour? Qu'est-ce que je vais pouvoir explorer? Et puis il y a des fois, t'es hyper heureux parce que le thème, il t'appelle de fou. Et puis il y a des fois, t'ouvres le thème et tu fais, mais on se fout de ma gueule, il est pas drôle ce thème, il me parle pas du tout, quoi. Et c'est paradoxalement là aussi parfois que les meilleures idées naissent. Donc c'était un très beau parallèle. Merci Voltaire d'être un toutou coupable, parce que tu nous auras au moins rappelé cette belle leçon aujourd'hui, que c'est parfois aussi simple que d'oser se jeter dans l'eau. Voilà. Cela étant dit, oh je remarque ça me fait rire. Alors, autre anecdote. Je remarque là au retour caméra que j'ai vous n'allez pas voir si vous écoutez, mais les boutons de la chemise pas attachés, le dernier bouton de la chemise pas attaché. Et pourquoi ça me fait rire? Parce que un de mes anciens chefs, quand je bossais dans l'ingénierie nucléaire, n'avait jamais porté ses chemises comme ça. Et je l'ai toujours regardé d'un œil en mode, tu sais, c'est différent. D'habitude, soit tu attaches le bouton, soit tu le retrousses pour remonter les manches, tu vois. Et je l'ai toujours regardé en mode, lui n'attache pas le bouton de la manchette là, il l'attache pas. Et t'étais genre mec différent, tu vois. Et je l'ai toujours regardé avec un œil un peu fasciné en me demandant est-ce que c'est parce que et moi je soupçonne qu'en fait il était tellement j'adorais ce chef. Vraiment c'est un des chefs qui m'a le plus appris et pas ouais non vraiment je l'adorais. Et il était hyper carré, hyper efficace. Il n'était pas speed, il te mettait pas sous pression, mais il était efficace, tu vois. Vraiment toujours dans le juste milieu entre la rapidité et l'efficacité, quoi. Et je le soupçonne de faire ça parce que j'aurai pas le temps, tu vois. Genre en mode, j'enfile ma chemise, j'attache le minimum de boutons nécessaires pour que ça soit présentable. Et ce petit bouton de manchette me ferait perdre approximativement 2 secondes, plus 2, 4, parce qu'il y a 2 manches. Vive les maths. Et bah, c'est 4 secondes que j'ai pas à perdre, tu vois. Parce que le monde, on va pas le sauver comme ça. Et je me suis toujours dit ça, et ça m'a toujours un petit peu fasciné. Et peut-être que là, vous voyez, acte manqué ou acte inconscient, j'essaie de lui ressembler un petit peu. Il portait pas de casquette à l'envers parce qu'évidemment au bureau c'est quand même pas trop la DA, quoi. Voilà. Alors attendez, il faut que je trouve un parallèle avec l'écriture parce que sinon je vous raconte juste ma vie. Et le lien que je vais faire, il est assez simple. C'était un modèle qui m'inspirait et donc je suis allé chercher chez lui ce qui me permettait moi d'avancer dans la direction dans laquelle je voulais avancer sans le copier, parce qu'il y avait plein de choses qu'il faisait dans lesquelles je ne me reconnaissais pas, typiquement. Et c'est pareil en écriture, et c'est un exercice que je trouve intéressant, que ça soit quand on lit ou quand on écoute une interview d'auteur, de le lire ou de l'écouter avec un œil toujours curieux. Pas suspicieux, mais curieux. Et ça permet de comprendre ce qui peut marcher pour nous, ce avec quoi on est d'accord, ce qu'on aurait envie d'essayer, ce qu'on sait qu'on n'a pas envie d'essayer, ou alors peut-être que ça peut nous donner une idée. Et d'avoir ce regard curieux sur ce que font les autres, bah, c'est vraiment comme un miroir qui nous renvoie à notre propre personne. Et c'est une manière de continuer à évoluer perpétuellement. Et voilà, magnifique lien, je retombe sur mes pattes. Et en fait, c'est hyper, vraiment, je pense que c'est un super conseil. Et je crois que c'est aussi pour ça que ça me passionne autant de recevoir, pardonnez-moi, que ça me passionne autant de recevoir des auteurs en podcast. Même si évidemment, vous vous doutez bien, ça prend du temps quand même d'enregistrer tout ça et puis de le monter et puis de prendre le temps de contacter les gens sans que ça soit une démarche trop froide aussi, même si je fonctionne par confiance, par transitivité. L'objectif, c'est pas juste d'envoyer un bonjour, on m'a conseillé de te contacter, voilà le lien pour t'inscrire, ciao, bye, quoi. Et donc voilà, il y a quand même, l'humain est important, il est au centre de tout. Et pourquoi ça me passionne autant? Je reviens quand même sur ce partage-là. Ça me passionne parce qu'en fait, je découvre toujours des
des manières de fonctionner, des chemins de vie qui sont toujours différentes. J'apprends toujours quelque chose, en fait. C'est dingue. Et il y a des similitudes, et effectivement, tu vois, tu remarques certains auteurs, on retombe parfois dans les clichés qu'on peut avoir de l'écriture, genre les architectes, les jardiniers, typiquement. Mais tu vois qu'il y a toujours, dans ces similitudes, des unicités qui leur sont propres, et ça apporte toujours un nouveau regard sur, sur l'écriture et sur la manière de conduire le processus. Je vous partage un autre exemple qui me vient. J'ai une coachée qui m'a partagé récemment, et je sais qu'elle écoutera, donc bravo d'avoir utilisé cette méthode-là, qui me partageait qu'elle s'était mise à écrire sur son téléphone pour combler, enfin, pour plutôt combattre la frustration qu'elle pouvait avoir parfois de ne pas écrire parce que coincée dans des situations dans lesquelles elle n'avait pas accès à son écriture. Et trouver cette méthode toute bête lui a permis de se délester d'une frustration qui était la chose qui l'a bloqué le plus actuellement. Et tout de suite, ça m'a fait écho à un des premiers podcasts invités que j'avais fait avec Élise. Et d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose dont je vous parle. Merci Élise. 1, 2, 3, pardon. Hop, vous voyez, là, mon cerveau est parti. Il a fait 3 connexions. Je me reconnecte à ce que j'étais en train de vous dire. Ça m'a fait penser à ce que Élise m'avait partagé dans le podcast. En fait, elle, comme elle bosse, et bah forcément, elle passe beaucoup de temps dans les transports. Et plutôt que de rien faire de ce temps-là, elle s'est dit, bon bah ok, ma passion c'est l'écriture, bah je vais écrire sur mon téléphone parce que c'est ça que j'ai d'accessible quand je suis dans les transports. Et du coup, elle écrit la majorité de ses livres dans les transports. Et la fois où j'enregistre avec Élise, c'était il y a quasiment 1 an maintenant, c'était l'été dernier, ça doit être l'épisode, je crois, 44, si je ne dis pas de bêtises. Le symbolisme du chiffre était très beau, c'est pour ça que je m'en rappelle, mais... Et bah sans que Élise me le dise, en fait, j'y aurais moi jamais pensé. Et c'est pourtant, tu vois, c'est une action qui est toute bête, écrire sur son téléphone. Ça paraît hyper con quand on te le dit. Tu dis, bah oui, en fait, c'est évident. Si tu passes 2 heures dans les transports, pourquoi pas le rentabiliser, quoi. Et pourtant, j'y avais jamais pensé et je l'ai jamais fait. Mais maintenant, je sais que bah peut-être que dans une phase de ma vie où je me déplacerai beaucoup, qui sait, ça pourra peut-être arriver, et bah je sais que j'aurai, tu vois, cette petite idée toujours en arrière-plan dans ma tête, et je pourrais l'utiliser. Et d'ailleurs, je dis ça, mais en fait, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais trajet en voiture, j'étais passager, pas forcément besoin de moi, et bah écoutez, j'étais comme ça sur mon téléphone et j'avais écrit quelques dialogues du tome 3 de ma trilogie. Donc vous voyez, c'est à ça que ça sert, le regard qu'on peut porter sur les autres. Ça permet d'accélérer la découverte de nouvelles clés. Et c'est pour ça que cet œil curieux, il est toujours hyper intéressant et hyper pertinent. Vous vous rendez compte que on est arrivé là alors qu'on parlait de manchettes de chemise. Et j'ai fait plusieurs liens. Alors, il y a effectivement une nouvelle dont je vais vous parler juste à la fin, concernant le sommet du premier roman. Et ça m'a fait penser à autre chose, mais est-ce que ça va me revenir? Oui, ma trilogie. Ça m'a fait rire et je voulais vous le partager parce que dans mon bilan de cette semaine, enfin de la semaine précédente, je disais que j'avais écrit mais pas assez à mon goût et que du coup je voulais me fixer un objectif de 1000 mots par jour. Bah écoutez, au jour où j'enregistre, on est mercredi, et j'ai écrit littéralement 1300 mots cette semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, 3 jours, 1300 mots. Et c'est fou à quel point je sais que quand je me fixe des objectifs de nombre de mots, il y a un truc dans ma tête qui se coince un petit peu, tu vois. Et je le sais. Et pourtant, j'ai quand même eu l'audace et le culot face caméra de dire « Moi, la semaine prochaine, j'écrirai 1000 mots par jour. » Ah ben, t'inquiète pas que le naturel, il est revenu taper à la porte très très vite. Et il m'a dit « Frérot, t'as jamais fait ça. Qu'est-ce que t'es en train de me faire? Pour la peine, tu vas prendre un petit 400 mots par jour. Là, ça va te réapprendre un peu ce qui est important pour toi. » Et ça m'a fait sourire. Et du coup, là, en le voyant, je me suis dit ouais, je vais vous le partager pour vous montrer que c'est ça, trouver son rythme. Et tu vois, c'est aussi... certains fonctionnent très bien avec un nombre de mots qu'ils mettent par jour. Et d'autres, bah là, j'en suis l'exemple. Moi, quand je me mets un nombre de mots par jour, c'est un truc, c'est inconscient, mais mon cerveau fait « Ah ouais, tu veux me mettre en cage? Eh bah attention, mon frérot. Pour la peine, la cage va être toute petite. »
et ça me fait sourire. Mais en vérité, c'est pas très grave. J'accueille cette écriture comme elle vient. Je suis très content, je suis quasiment à 40 000 mots. Ça fait 42 jours que j'ai commencé très exactement. Je reste sur l'objectif qu'on s'était fixé avec Cynthia de juin. Alors, secrètement, il est vrai que j'aurais aimé début juin, mais je sais que ça va pas tout à fait être ça. Donc on va rester sur fin juin, c'est très bien. Ça fera fin juin, petite pause de 2 semaines, on reprend juillet, août, réécriture. Puis après la bêta lecture, voilà, fin de l'année, ça sera bon. On arrivera à clôturer cette trilogie et c'est magnifique. Et d'ailleurs, j'ai partagé le retour de Manon sur la vidéo, mais cette semaine, j'ai eu les retours d'Anaïs qui, après avoir travaillé avec moi, a décidé de me découvrir par mon écriture. Et donc, elle a lu le tome 1 d'une traite en une journée. C'est très bon pour la santé, d'ailleurs. Je vous conseille de faire la même chose. Et elle a lu le tome 1, elle s'est lancée dans le tome 2, et elle m'a fait 2 retours qui sont... je la remercie et c'est très précieux, ça me touche beaucoup. Déjà qu'elle ait pris le temps de le lire, non, avant ça même, qu'elle ait pris le temps de l'acheter, qu'elle ait pris le temps de le lire et qu'elle ait pris le temps de faire des retours et de le partager. Franchement, ça me touche beaucoup et c'est grâce à des partages comme ça que le livre se répand, je dirais. Même si, évidemment, vous savez, je l'ai déjà partagé plusieurs fois, moi je suis très confortable avec le nombre de lecteurs que je peux avoir ou pas. Pour moi, l'écriture, c'est au-delà de ça et c'est aussi ce que je véhicule beaucoup aux gens que j'accompagne. Donc, j'en fais pas du tout un fromage. Je suis très content quand certains me partagent qu'ils le lisent. Et puis, sinon, eh ben, écoutez, ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être que ça touchera plein de gens dans 100 000 ans quand je serai mort. Mais écoutez, ou je serai peut-être encore en vie, qui sait, vive le transhumanisme, c'est faux. Vous savez, vous connaissez déjà mon avis sur l'immortalité. Et donc, je disais, désolé pour toutes ces multiples parenthèses que j'ouvre. Je disais, Anaïs m'a fait un double retour qui m'a beaucoup touché. Le premier, c'était de dire, on sent que c'est pas que de la fantaisie et que derrière, il y a un vrai travail au-delà de l'histoire de fantaisie, d'évolution du personnage qui touche beaucoup au coaching. Et effectivement, j'ai écrit le premier tome et le deuxième dans une phase de ma vie où j'étais... Alors, vous voyez, c'est l'éternel débat, l'œuf ou la poule, l'écriture qui change, ou parce qu'on change, on se met à écrire. Mais ta vie, en ayant un petit côté rétrospectif sur ma vie, que l'écriture a déclenché tous ces changements chez moi. Mais j'étais dans une phase extrêmement transformatoire. Évidemment que j'écris sur des personnages qui changent. Et même si les enjeux que peuvent rencontrer tous ces personnages ne sont pas tous mes enjeux, évidemment, il y a un petit peu de moi dans chacun de ces enjeux. Et donc, ça m'a beaucoup touché qu'elle me partage ce point-là, de savoir que ça va au-delà de la fantaisie, parce que, effectivement, pour moi, ça n'en est pas. Vous voyez, quand j'essayais de le ranger dans un style, alors au début, je disais fantaisie, parce que c'était ce qui me parlait, pardon, j'ai dit style, mais genre, ce qui me parlait le plus. Puis au fil de l'aventure, j'ai plutôt appelé ça de la dark fantasy, parce que tout le monde survit pas, quoi. Voilà, vous avez compris. Ceux qui ont fini les 2 tomes can relate, comme on dit. Et je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent qui sont pas à l'aise en anglais, du coup ça me fait très rire, je suis désolé. Grosse dédicace. Je voulais dire, pardon, ça m'a déconnecté. Oui, je suis très content. 1, 2, 3, c'était pas du tout ça. Donc je suis passé de fantasy à dark fantasy. Et je l'écris au début du premier tome et du deuxième qui ont été réédités grâce à Inès de Préface Factory. Et bah, j'ai mis dark fantasy philosophique. Parce que j'ai une volonté de placer les gens face à des questions auxquelles c'est les seuls à avoir la réponse. Toute la thématique des différences, toute la thématique de qu'est-ce qu'on fait du monde dans lequel on vit, c'est quoi un monde idéal,
comment on gère la centralisation ou non du pouvoir, comment on gère la balance sécurité-liberté. Et bah tout ça, c'est des questions avec la plus grande honnêteté, je vous réponds, j'ai pas la réponse. Je sais pas. J'ai mon avis parfois utopique, j'ai mon avis parfois pragmatique, j'ai mon avis parfois de créatif, j'ai mon avis parfois d'ingénieur, et j'arrive pas à mettre le doigt sur la réponse parfaite. C'est pour ça que j'appelle ça de la philosophie, parce que finalement la philosophie c'est rien d'autre que de se questionner sur ce qui nous entoure et puis d'être capable d'accueillir ce que les autres peuvent en dire. Et donc c'est pour ça que j'ai été très content que Anaïs note ça, ou en tout cas que ça transparaisse dans le livre. Et le deuxième retour qu'elle a fait, parce que j'ai pas oublié que je vous avais dit qu'il y en avait deux. Le deuxième, c'est qu'elle m'a dit, surtout dans le deuxième tome, et ça m'a étonné qu'elle dise pas dans le premier, mais du coup je suis très content, qu'on sentait aussi mon côté ingénieur. Et ça, vous pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Ça a été un des gros sujets aussi, c'est ce que je disais, cette question d'identité, de qui on est, qui on devient en écrivant. Ça a été un des gros sujets de tous mes coachings, pas de cette semaine-là, mais de celle d'avant. Et une des grosses prises de conscience qu'il y a eu, c'est que le passé est au service du futur, et le futur s'écrit grâce au passé. Et pourquoi je dis ça? Parce que au moment où j'embrasse, moi, mon chemin de coach écrivain, et que du coup je me sépare de cette branche d'ingénieur, il y a un vrai mouvement de rejet. C'est-à-dire qu'il y a pendant un temps vraiment ce truc de j'ai plus envie qu'on m'appelle ingénieur. Et je me rappelle que ça me faisait même tilt dans la tête quand les gens me raccrochaient à ça. J'avais envie de leur dire je ne suis pas ingénieur. Et même moi, je m'agaçais parce que quand je me présentais aux gens, je leur disais je suis un ancien ingénieur, mais aujourd'hui je suis coach et écrivain. Et je le disais toujours comme ça, mais ça me tiltait de fou malade. Je me disais, mais pourquoi t'es obligé de préciser que t'étais un ingénieur avant? Genre, dis que t'es coach écrivain, genre, c'est ton métier. Et vous voyez, j'ai vraiment une espèce de construction par opposition vis-à-vis de ce sujet-là, où j'étais en mode, je ne veux plus être ingénieur. Ingénieur, non, c'est pas moi. Et en vérité, ça a été comme ça pendant un temps. Et en fait, je me suis bien rendu compte que mon passé d'ingénieur, il était extrêmement précieux pour plein de choses. Par exemple, toute la structure que je peux amener aux gens que j'accompagne, elle vient de ma rationalité d'ingénieur. Toute la structure que je suis capable de mettre dans mes romans, elle vient de ma rationalité d'ingénieur. Toutes les complexités que je peux mettre, qu'elles soient physiques, magiques, parce que je pense que c'est aussi à ça qu'Anaïs faisait référence dans le bouquin, ça vient de mon passé d'ingénieur. Et en l'occurrence, dans le cas du livre, beaucoup de la physique nucléaire. Notamment d'une matière que je ne faisais que sécher quand j'étais en deuxième année d'école d'ingé. Mais vous voyez, elle m'a tellement marqué par son absence que j'ai été obligé de l'inclure dans le bouquin. C'est quand même fou, ça. Hein, et en fait, tout mon passé d'ingénieur me sert à construire mon futur de coach écrivain. Et j'irai au-delà de ça. Et c'était ça que je partageais au coaché qui a eu cette prise de conscience vis-à-vis du passé et du futur, là. C'est qu'en fait, jamais je n'aurais eu envie de devenir coach écrivain si je n'avais pas été ingénieur. C'est le Samuel ingénieur qui a décidé un moment de devenir coach écrivain. Mais à ce moment-là, le Samuel ingénieur, faut qu'il l'embarque avec lui dans le voyage, parce que sans lui, il n'aurait pas eu envie de le faire, ce voyage. Et bah, c'est un peu pareil quand t'es dans 1, 2, 3, pardon, quand on est dans la démarche d'écriture. Il y a un moment où il y a un truc qui se libère, on sort d'un carcan où on se construit par opposition à ce qu'on était avant. Et parfois, pas tout le temps, parce que parfois, en fait, très naturellement, on se dit, OK, cette partie-là de moi était du passé, et maintenant j'embarque toutes les qualités que ça m'a permis d'avoir et de développer, et puis je pars sur mon futur. Et parfois, on se construit voilà, les deux pieds décollés, on met un gros tacle à notre moi du passé, et on a envie de l'effacer et de l'oublier. Et en fait, simplement parfois de prendre le recul et de regarder tout ce que ce mois passé a pu nous permettre de faire et toutes les qualités qu'il nous a permis de développer, ça permet de se reconnecter au futur qu'on a envie d'avoir, parce que les deux sont liés. Le futur se construit grâce au passé. Et si on n'avait pas eu ce passé-là, on n'aurait jamais le futur qu'on a envie d'avoir aujourd'hui. Et voilà, c'est ça qui était... qui m'a... Du coup, pardon, je boucle. C'est ça qui m'a beaucoup touché dans le retour d'Anaïs,
parce que qu'on sente mon passé d'ingénieur dans le livre, et bah, c'est la preuve que j'ai bien fait de garder avec moi ce Sam ingénieur et de l'embarquer dans l'aventure. Et c'est pour ça que quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ah cool. Ça veut dire que j'ai vraiment... euh, et en fait, finalement, ça fait sens que ça soit dans le deuxième livre, parce que la fin du deuxième livre, c'est le moment où justement le Sam et Ibélion se rejoignent et ils font plus qu'un, quoi. Et ouais, putain, c'est beau, j'avais pas fait le lien en fait avec ça. Donc merci Anaïs pour ton retour, ça m'a beaucoup touché que tu captes ce Sam ingénieur dans le tome 2. Et c'est marrant, mais du coup, quand tu m'as dit ça, j'ai réfléchi à quel Sam on sentirait plus dans le tome 3. Et j'ai juste rebalayé un petit peu et j'ai une réponse, j'ai eu un début de réponse grâce à ton partage. Donc vous voyez pourquoi c'est important de partager. Voilà, ça rejoint l'aspect que Manon a amené dans le commentaire de la vidéo où elle disait le fait que la dame lui ait dit changez rien, osez. Bah voilà, rien que ce petit partage, bah c'est pareil, là, Anaïs, ce petit partage qu'elle m'a fait, ça m'a fait prendre un regard différent sur l'écriture de mon 3e tome. Je vous laisserai vous faire votre avis sur le Sam que vous sentirez dans ce 3e tome. J'aime à croire qu'au fil de ma plume, je deviens de plus en plus authentique. Voilà. À la fois, je suis meilleur et en même temps plus authentique. C'est ça que je pense. Voilà. En tout cas, c'est ça que je vise plutôt que ce que je pense. Ah, passionnant. Hop, petite gorgée de café après ce tunnel où j'ai parlé pendant je ne sais pas combien de temps. Magnifique. Ces enjeux d'identité et ce retour d'Anaïs sur mes 2 premiers livres. Et si vous voulez vous les procurer pour vous faire votre propre avis, eh ben, n'hésitez pas, c'est en description et sur mon site. Sachant qu'il y a aussi une petite nouvelle gratuite sur mon site, l'algorithme présidentiel. J'adore, c'est marrant parce que ce texte-là, il est toujours vraiment très accurate, même aujourd'hui. Je l'ai relu récemment, il est un petit peu naïf peut-être dans la plume, mais normal, c'était une nouvelle que j'ai pas réécrit plus que ça, qui a pas été... c'est pour ça qu'elle est gratuite, voilà. Mais il me touche beaucoup ce texte. Et d'ailleurs, et je l'ai beaucoup teasé à un moment, et puis ça a pris du retard, mais bref, j'ai une deuxième nouvelle gratuite, mais qui, elle, est expérimentale, parce qu'elle va au-delà de l'écriture, mais je vous la partagerai quand elle sera disponible, mais ça me fera très très plaisir. Et là, pour le coup, le Sam ingénieur, il tape fort. Il y a le Sam ingénieur et le Sam philosophe, et le Sam écrivain, du coup, puisqu'il écrit. Voilà, ça s'appelle le lemme harmonique. Ça parlera aux gens qui ont fait comme moi, qui ont subi comme moi la prépa maths sup maths spé ou les maths en prépa, je dirais. Bref, le lemme harmonique, ça arrivera bientôt. Pour rebondir sur quelque chose qui pourrait beaucoup plus vous intéresser, même si tous ces partages-là parlent d'écriture évidemment, c'est un épisode où je raconte beaucoup ma vie, non ? Dites-moi si vous appréciez quand je déballe comme ça tout ce que j'ai traversé les dernières semaines. J'allais dire, j'ai quelque chose à vous partager qui va vous intéresser sur votre écriture. Tout simplement, Ingrid, j'écris un roman que j'apprécie tout particulièrement puisqu'il se trouve qu'on a travaillé au même endroit, on s'est croisés au bureau alors qu'on se connaissait que par les réseaux. Enfin non, je la connaissais moi, je la vois passer un moment, je fais attends mais c'est j'écris un roman ça, non ? Et puis il se trouvait que c'était bien elle, on bossait au même endroit. Et donc trop cool, et puis après on est devenus potes, et puis quand j'étais à Lyon, on allait écrire dans des cafés, on a enregistré des podcasts ensemble, bref, tout ça pour dire que elle réorganise cette année le sommet du premier roman, du 8 au 10 juin, 3 jours d'événements intégralement en ligne et intégralement gratuits, qui sont globalement des rencontres avec des auteurs, des formateurs, des coachs, moi, clin d'œil, et qui vous permet de mettre un petit pied dans le pédiluve qu'est l'écriture et qui vous permet d'aller chercher beaucoup d'infos sur plein de choses. Je vais citer les invités comme ça qui me viennent et qui me marquent parce que c'est des gens que j'apprécie, que j'ai eu en podcast, avec qui j'échange de temps en temps et dont je suis tout simplement fan du travail. Vous y retrouverez Cécile Duquesne, vous y retrouverez Anaëlle Chaudet, vous y retrouverez évidemment Ingrid, vous y retrouverez Inès de Préface Factory qui
avec qui j'ai pu auto-éditer mon livre. Ouais, vraiment merci parce qu'elle m'a simplifié la vie de fou. Et vous me retrouverez moi. Voilà, je me mets dans la liste des personnes dont j'admire le travail. Voilà, les chevilles du bonhomme, c'est incroyablement égocentrique. Bref, vous retrouverez aussi plein d'autres personnes, des auteurs que je connais, parfois de nom, parfois non, mais je peux pas tout dire parce qu'il y a encore des secrets. Il y a un beau programme qui est disponible sur le site. Je vous laisserai le lien en description. Vous pourrez aller vous inscrire. C'est important que vous vous inscriviez pour que vous ayez tout simplement accès au lien. Voilà. Ça commence le 8 juin à midi, très exactement, avec la cérémonie d'ouverture. J'ai le programme sous les yeux. Et ça termine le 10 juin, mercredi, à 21h, avec la cérémonie de clôture. Vous m'aurez à 2 endroits. Je vais animer une table ronde sur créer sa communauté de lecteurs. Je vais l'animer évidemment parce que déjà je me prétends pas particulièrement expert de créer une communauté de lecteurs. Comme vous savez, comme je l'ai dit juste avant, l'objectif de vendre beaucoup de livres n'est pas mon objectif premier. Par contre, gérer les réseaux sociaux, créer une communauté, partager tout ça, c'est quand même un peu mon dada, j'aime beaucoup ça. Et je vais avoir des invités qui sont, eux, très bons dans la construction d'une communauté d'auteurs. Donc j'animerai cette table ronde-là à 19h le 8 juin, et puis ensuite vous m'aurez en exclusivité mondiale, et pour sa première intervention collective, le 10 juin à midi, oser se lancer dans l'écriture. Bon, pour les coutumiers du podcast, attendez-vous à une belle dose de motivation, comme vous pouvez la voir ici, simplement probablement un peu plus organisé, même beaucoup plus organisé, parce que j'espère que Ingrid passera pas par là, mais elle m'a menacé, il faut absolument que je fasse un truc hyper organisé. C'est pas vrai du tout. Elle est adorable, mais néanmoins je vais essayer, hop, on balaye, je vais organiser tout ça pour que les gens puissent repartir, les 1, 2, 3, les gens puissent repartir avec un support un peu. Voilà, bon, globalement ça sera... Je sais de quoi je vais parler, oser se lancer dans l'écriture, j'en parle de façon énormément sur mon site. On va juste concaténer tout ça pour faire ce petit partage d'1 heure le 10 juin, et puis voilà. Je vous invite à venir, à aller explorer les moments du programme qui vous parlent, et puis voilà, on se retrouve là-bas, et ça sera trop cool. Sommet du premier roman, bravo à Ingrid d'organiser tout ça. J'avoue être un peu dans les backstage sans plus, c'est-à-dire que je suis le mec qui regarde mais qui fait rien. Et je suis assez admiratif du travail d'Ingrid sur ce sommet du premier roman. On va vous laisser aussi, je sais qu'il y a derrière un petit pack qui permet d'avoir accès à tous les replays, et puis à pas mal de bonus, notamment des exercices que pourront laisser un peu tous les intervenants. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aussi là-bas. Je vous prépare aussi une petite surprise pour ce petit truc-là. Ça sera très cool. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. Je vois des infos là sur mon écran. Vous le voyez peut-être à la caméra. Pour ceux qui m'écoutent, vous voyez juste que j'hésite à dire des choses. Voilà, je peux pas livrer tous les secrets, mais ça sera très cool. Que dire de plus ? Qu'est-ce que j'ai pas dit que je voulais absolument vous partager aujourd'hui ? Tiens, c'est intéressant. Ah bah écoutez, les livres inspirants dans la bibliothèque, on peut terminer par ça. Je prends une petite gorgée de mon infusion. Et on peut terminer par ça pour une petite note de légèreté. Alors. Ah, le premier livre j'ai le droit de citer mon livre, ou c'est encore une fois hyper égocentrique. Non, je rigole, mais après, van à part, en vérité. En vérité, son premier livre est quand même un vrai point d'inflexion dans sa vie. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment un point marquant, et je l'ai partagé déjà plein de fois, mais ça a été le déclencheur de tout mon changement de vie. Sans ce premier livre et sans l'écriture de ce premier livre, je pense que je serais encore ingénieur. Et parfois, j'aimerais être comme dans Rick et Morty, et vous savez, pouvoir aller voir les réalités alternatives et voir ce qui aurait pu se passer. Et si, voilà, et si. Ce livre a tout changé. Bref, je vais vous faire une vraie réponse.
En fait, le problème, c'est que je me suis retourné, j'ai vu 4 livres et ils sont tous extrêmement importants dans ma construction de personne et d'auteur. Ok, je vais vous partager comme ça pêle-mêle quelques inspirations. Déjà, derrière là, vous voyez une série de mangas qui s'appelle Erger, qui est pas un manga très connu, franchement. Je sais pas si j'ai déjà croisé quelqu'un qui connaissait ce manga. Bon, après, j'ai pas cherché non plus de ouf, hein. Mais c'est un manga génial où les mecs, ils ont des rollers avec des pouvoirs, tu vois. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ils ont un truc qui m'a toujours fasciné et que dans mon univers de fantasy, j'ai envie de mettre un truc un petit peu comme ça. Ça rejoint, vous savez, en fait, j'ai dit ça, mais en fait, dans ma trilogie de fantasy, il y a un peu la même chose, en fait. Vous savez, il y a des rollers spéciaux, tu vois. Ils appellent ça les regalia. Et c'est des rollers qui font de toi le roi de la route. Et par exemple, tu as la route de feu, tu as la route des crocs de requins, hein, si jamais. Voilà. Et t'en as plein comme ça, la roue du vent, etc. Et du coup, tu sais, c'est des roues spéciales qui te donnent un pouvoir. Et j'ai toujours aimé cette incarnation d'un pouvoir dans des objets très particuliers. Parce que, je sais pas, c'est fascinant, tu vois, le sabre de Dark Vador, l'anneau du Seigneur des Anneaux, j'en passe et des meilleurs. Et j'ai toujours été fasciné par ces objets qui incarnent à la fois l'IP de la licence de manière générale et euh, qui questionne beaucoup aussi sur qu'est-ce qui fait le pouvoir, la personne qui détient l'objet ou la personne en elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, c'est fascinant. Moi, je trouve ça fascinant. Et donc, dans ce manga-là, j'ai toujours été fasciné par ça. Et puis, les dessins sont magnifiques. Les scènes de combat, du coup, en roller, il y a un dynamisme de fou. C'est incroyable. Bon, le seul petit bémol que je mettrais, mais en vrai, c'est propre un peu, franchement, à tous les mangas de ce type-là, c'est l'oversexualisation des nanas. Genre, ça va, on a compris, tranquille, quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire si vous êtes un peu consommateur de manga. Il y a, je sais pas comment c'est maintenant, mais dans ceux-là, c'est comme dans, je sais pas, je pense à Fairy Tail, c'est pareil, il y a des moments, tu te dis, bon, pourquoi les mecs, ils ont des énormes armures qui protègent chaque partie de leur corps, et pourquoi les nanas, elles ont 3 bouts de tissu, quoi. Mais bon, c'est la vie, ça empêche pas le manga d'être hyper, hyper cool. Et moi, ouais, je l'adore, franchement, je l'adore. Rien que là, de le voir, j'ai envie d'aller le relire. J'aime trop les dessins, en fait, surtout. Même pas forcément de le relire, mais juste de regarder les dessins. Et ensuite, j'ai vu 3 autres bouquins. Toute la saga de J, de Pierre Grimbert, que j'adorerais recevoir en podcast. Franchement, j'adorerais le recevoir en podcast. La saga de J est une des sagas, la deuxième saga de fantasy qui m'a le plus marqué. La première, c'est La Belgariade de David et Leith Eddings. Et la deuxième, c'est la saga de J, en commençant par Le Secret de J. C'est des personnages hyper attachants. C'est français. Il y a... Et plus que tout, c'est le rapport au divin qui m'a fasciné dans ce livre et qui continue de me fasciner. Et quand je remarque la construction que j'ai pu faire, notamment de mon univers de fantasy, pas de la trilogie de Carnoa avec Baltem Ulrock, L'étreinte éthérée, La sourde alliance et le troisième que je suis en train d'écrire, mais mon autre univers de fantasy, le rapport au divin qu'a Grimbert dans J m'a beaucoup inspiré. Le deuxième bouquin qu'il y avait derrière, c'était toute la saga des princes d'Ambre de Zelazny, si je le prononce bien. C'est ça. Zelazny, ouais, je sais jamais, Roger Zelazny, je sais pas comment on le prononce. Là, on est dans une subtilité du rapport des personnages entre eux, une subtilité de la manipulation, des intrigues politico-pouvoir, et du rapport à l'équilibre entre le chaos et pas le chaos du coup, enfin l'équilibre et le chaos, quoi, vraiment. Et ça, pareil, c'est une thématique qui m'a énormément fasciné. Et elle, pour le coup, on la retrouve dans Carnoa, cet aspect d'équilibre qui est tentaculaire et qui touche à plein de choses. Vous voyez, ça me renvoie toujours à cette phrase de Jack London qui se soucie des fleurs quand elles fleurissent tout le temps. Bah, c'est toujours cette notion d'équilibre entre
le bien, le mal, le bon, le mauvais, la joie, la tristesse, si tant est qu'on puisse opposer tous ces mots que je vous ai partagés. Et quelque part, ouais, c'est ce rapport qu'il y a, notamment à la fin des Princes d'Ambre, au bien, au mal, à cette réflexion entre le chaos et pas le chaos, m'a toujours extrêmement fasciné. Vous remarquerez que ce qui me marque beaucoup dans ces bouquins, c'est le rapport à quelque part à la philosophie, au sens du questionnement qu'on peut avoir sur certains éléments, au-delà de l'histoire en elle-même. C'est vraiment ça que j'en ai retiré. Et le troisième bouquin que j'ai vu derrière, c'est encore pareil, je me rends compte, c'est la trilogie de SF de Liu Cixin, qui commence par Le problème à trois corps. Après, t'as quoi? T'as La forêt sombre et La mort immortelle, ou un truc comme ça. J'ai pas les titres, c'est rangé et j'ai la flemme de bouger. Ouais, le mec a la flemme de faire 2 pas, alors qu'il doit courir un marathon en moins de 3 heures. Tiens, cocasse. Je préfère me dire que je m'économise. Liu Cixin, trilogie du problème à trois corps. J'ai bien aimé le premier parce que je trouve très prégnant le côté très ingénieur, mais il reste basique sur les thématiques humaines et philosophiques, je dirais. Et encore, en vrai, pas tant que ça. Mais le deuxième, La forêt sombre et la raison du titre, et La mort immortelle et la fin, pour moi, ça a été une claque philosophique. Genre vraiment, ça m'a mis dans un truc de « Ah ouais, ah c'est donc tout ça ». Et ça m'a vraiment placé dans des réflexions. Et il a une plume qui est particulière, mais qui te place vraiment dans ce truc de... Parfois, tu lis quelque chose, tu te dis « Ah, ce personnage est vraiment un sale con. Vraiment abusé de fou. » Ou alors, à l'inverse, tu te dis « Oh, j'adore trop ce personnage, il a raison, c'est fou à quel point tous les autres ont tort. » Et hop, page d'après, tu lis un truc et ça démonte tout ce que tu viens de dire et tu te sens même un petit peu coupable d'avoir pensé ce que tu as pensé, tu vois. Et quelqu'un qui arrive à te placer dans des conflits de valeurs comme ça personnels, bah pour moi, l'écriture, c'est ça aussi. C'est vraiment cette génération de conflits de valeurs. Ça veut pas dire que c'est forcément dans l'objectif que ça soit des questionnements inconfortables ou négatifs, ne serait-ce que quelqu'un qui, dans une romance, fait naître le conflit de valeurs entre honnêteté et fidélité, par exemple, et bah, je trouve ça intéressant, parce que ça vient toucher à vraiment ce qui fait de nous qu'on est humain, et c'est ça qui vient nous identifier à ces parcours très ordinaires. Si je reprends la thématique de la romance honnêteté, fidélité, voilà, c'est des thématiques qu'on a tous connues, de près ou de loin, et c'est pour ça qu'on s'identifie au personnage. Et là, dans le cas de Liu Cixin et du problème à trois corps, bah, j'ai trouvé que la question la plus intéressante et qui m'a vraiment marqué, c'est cette notion de doit-on... Est-ce que la survie de l'espèce humaine doit se faire au prix d'un sacrifice d'une petite partie de cette population à un instant T? Et les deux positions, non, on ne doit rien sacrifier, ou alors oui, on doit sacrifier une partie des gens pour en sauver la majorité, bah ça, je trouve que c'est un questionnement philosophique qui est extrêmement intéressant. C'est un vrai débat de valeurs profond et qui est tellement multiparamétrique et transcontextuel que la vérité d'un moment n'est pas forcément la vérité d'un autre moment. Et je trouve que dans ce livre-là, il le manipule super bien et c'est ça qui m'a profondément touché. Voilà. Voilà, et là je pourrais continuer, en vrai, ils sont tous les bouquins qui sont derrière, je les ai quasiment lus. C'est vrai pour ceux qui sont dans le centre, principalement parce que j'aime bien les voir tout de suite. Après, il y en a un peu dans les coins que j'ai pas encore lus, etc. Mais ça viendra, et je vous en parlerai probablement. Vous voyez aussi en haut, je sais, j'y repense, j'ai même pas besoin de le voir, il y a les livres de Charles Pépin. Oh, lui aussi, j'adorerais le recevoir en podcast. En plus, je lis toujours ses chroniques dans Philosophie Magazine. Je sais qu'il est un peu actif sur Instagram. Peut-être qu'un jour, j'oserais lui envoyer un message en lui disant Charles, bonjour, je suis absolument admiratif de votre travail et du côté du côté très facile que vous amenez à la philosophie, comme si tout le monde avait le droit de philosopher, et c'est totalement vrai. Et j'adorerais vous recevoir en podcast. Vous voyez, rien que d'y penser, j'ai bégayé. Oh là, c'est fou ça quand même. Bref, un jour j'oserais lui envoyer un message, et puis un jour, qui sait, il sera peut-être dans un épisode. Ah, putain, ça serait incroyable.
Je vous laisse avec ce rêve. Vous voyez, c'est important de rêver toujours. Ma liste des 100 rêves s'allonge. J'en ai un autre à rajouter. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée, un très bon goûter, une très bonne matinée, une très bonne nuit. Ça dépend à quel moment vous écoutez ce podcast. Moi, sachez que je vais aller faire une activité toutou piscine parce que j'en ai un petit à côté qui a ronflé pendant que j'étais en train d'enregistrer, mais qui là me regarde avec des yeux l'air de dire « S'il te plaît papa, on peut aller à la piscine ?» Donc c'est ce qu'on va faire. Et je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une très joyeuse écriture et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode qui sera, ma foi, passionnant, j'en suis convaincu. Et on trouvera... j'ai l'impression que j'aurai toujours des choses à vous raconter sur l'écriture et ça réjouit mon petit cœur. Une preuve de plus, s'il m'en fallait, que l'accompagnement d'écriture, l'écriture de manière générale, est vraiment au centre de mon ikigai et c'est trop cool. Voilà. Écoutez, à plus, des bisous, c'était Ibélion. Merci d'être là, épisode après épisode. Si ce podcast t'inspire, t'aide ou te met du baume au cœur, t'abonner, mettre 5 étoiles et le partager, c'est le meilleur moyen de m'aider à toucher le plus de gens qui ont un livre en eux. Parce qu'après tout, plus il y a de livres écrits et mieux le monde se porte. À très vite, ose écrire.